Bonjour à tous ceux qui sont là. Bienvenue à ce webinaire sur KMS. Donc pas d'inquiétude, ce que vous voyez s'afficher, c'est autre chose, mais c'est normal. Euh, L'idée, c'est qu'on va bien parler de KMS, donc je préfère préciser tout de suite pour cadrer les attentes qu'on ne va pas parler de KMS en tant que, euh, comment dire, que service à utiliser au sein d'AWS, les bonnes pratiques pour l'utiliser, comment créer des key policies. On va pas du tout parler de ces choses-là. Ce dont on va parler, c'est de l'implémentation de KMS lui-même. Le pourquoi, il est assez simple, c'est que j'ai beaucoup de clients qui, en fait, finalement, sont pas forcément confiants envers KMS, la façon dont il peut gérer les clés. Et souvent, une demande qu'on a, on voit une envie des clients de partir sur des trucs un petit peu hybrides où finalement, ils utilisent un peu KMS que parce qu'ils y sont obligés, mais ils veulent gérer leurs clés entièrement de leur côté dans leur propre système. Et souvent, en fait, ça part déjà de peut-être une mauvaise conception de ce que c'est que KMS et finalement du sérieux de la solution. Et ma théorie, c'est qu'une fois qu'on sait comment est construit KMS, donc c'est ce qu'on va voir ensemble, et ben on comprend qu'en fait ça va être difficile de faire mieux à la maison, quoi. Euh, enfin, en tout cas, vous me direz ce que vous en pensez à la fin. C'est ce que j'en pense moi. Pour faire ça, on va évidemment parler beaucoup de chiffrement, donc on va être obligé de manipuler des notions de chiffrement. Il n'y a pas vraiment de secret. Euh, et je voulais pas laisser les gens qui peut-être sont pas forcément à l'aise avec le chiffrement complètement laissés pour compte. Donc, je vais faire une première partie rapide. Mon objectif, c'est de finir à midi 15 maximum sur les concepts de chiffrement et je vais utiliser pour ça une présentation que j'avais fait en interne chez nous, chez Revolve, un KM Time. Donc, KM Time, c'est pour Knowledge Management Time, voilà, qui était sur le chiffrement de manière générale. Donc, pendant les 10 premières minutes, là, on va pas franchement parler de KMS en soi, on va juste parler des concepts qui vont vous être nécessaires pour comprendre ce qu'on va dire ensuite. Pour ceux qui connaissent déjà, bon, bah, ça fera un petit rappel. Dernière chose, donc la vidéo sera disponible sur YouTube, tout le webinaire. Et si vous constatez des problèmes de son vraiment horribles, bah, signalez-le, je verrai ce que je peux faire. Je suis pas sûr que je pourrais faire grand-chose, mais voilà. Espérons que ça se passe bien. Le dernier webinaire avait été un petit peu compliqué à cause de ça. Hop, pardon, j'ai retiré ma caméra. Voilà. Alors, le plan, ça ne sert à rien, on va pas faire toute la présentation. On va vraiment passer très rapidement là-dessus. Le chiffrement, c'est quoi? Bon, déjà, le chiffrement, c'est une opération qui consiste à transformer un message clair en un message chiffré qui, en fait, est inintelligible. L'objectif, c'est que si quelqu'un, en fait, voit passer votre message, bah, il sait pas ce que ça dit, il n'y a aucun moyen de savoir ce que ça dit. Donc franchement, c'est vieux comme le monde, hein, ça a toujours été, on va dire, un besoin de masquer ces messages. Donc le fameux code César que vous connaissez peut-être déjà était très simple, hein, il consistait à faire un décalage de lettres. Merci Benoît pour la précision. Il consistait à faire un décalage de lettres, donc on disait par exemple bah, le A va devenir un H, et puis du coup le B va devenir un I, et puis le C va devenir un J, et ainsi de suite. Et on pouvait ainsi reconstruire les messages. Donc, il s'appelle Code César. Je ne sais pas si César était vraiment celui qui l'a inventé, mais en tout cas, c'est un chiffrement en fait. Alors un chiffrement, on s'en doute, qui est relativement faible. Euh, on peut imaginer des tas d'attaques là-dessus et ce serait pas très sécurisé. Donc aujourd'hui, on fait beaucoup mieux. On va beaucoup plus loin et les applications aussi sont, on va voir qu'elles vont au-delà de du simple brouillage des messages. Donc voilà, on va passer rapidement là-dessus. Alors, on a deux types de chiffrement. On a le chiffrement symétrique et on a le chiffrement asymétrique. Le chiffrement symétrique, qu'est-ce que c'est? Déjà, pourquoi est-ce qu'on l'appelle symétrique? On l'appelle symétrique parce qu'il y a une seule clé, et c'est cette même clé qui sert à la fois à chiffrer et à déchiffrer. L'opération, algorithmiquement parlant, est évidemment différente, mais on n'a qu'une seule clé. De fait, on peut s'imaginer qu'il y a une sorte de miroir, et donc il y a une symétrie. On verra que le chiffrement asymétrique, il y a deux clés en fait. Au niveau du chiffrement symétrique, il y a plusieurs algorithmes, mais il n'y en a qu'un seul que vous devez connaître, qui s'appelle Rijndael, qui est imprononçable. Et du coup, comme il est imprononçable, il est plus connu sous le nom d'AES. Donc AES, pour la petite histoire, en vérité, c'était le nom du concours qui a consacré Rijndael comme l'algorithme à utiliser. Euh,
Et voilà, et par abus de langage, on l'appelle AES tout simplement parce que bah, vous constatez bien que Rigel, il y a beaucoup trop de consonnes pour le prononcer. Et du coup, quand on dit AES 128, AES 256, terme que vous avez forcément dû croiser, on fait référence en fait à la taille de la clé en bits. Donc AES, c'est l'algorithme de toute façon. Et puis 128, ça veut dire qu'on l'utilise avec une clé de 128 bits, 256, une clé de 256 bits. Donc le principe, si on prend Alice et Bob, donc ceux qui ont suivi des cours d'informatique et qui ont eu des cours de chiffrement connaissent très bien Alice, Bob et Eve. Donc notre chère Alice essaie d'envoyer un message à Bob. L'objectif, c'est que Eve ne puisse pas voir ce message. Donc c'est facile, Alice et Bob se partagent une clé. Ils connaissent la clé, ils ont un secret partagé donc. Et puis ils peuvent utiliser AES par exemple pour chiffrer le message. Et de fait, ce que voit Eve, c'est juste un truc inintelligible pour elle. Mais Bob, lui, en utilisant la clé, il peut bien retrouver le salut que lui a envoyé Alice. Donc le principe est voilà, assez simple. Les mathématiques derrière sont très compliquées, mais le principe est assez simple. Ensuite, on a le chiffrement asymétrique. Vous allez voir que c'est important d'en parler, pas tant pour le côté chiffrement, mais pour le côté signature, on y vient. Donc le chiffrement asymétrique, pour le coup, on a deux clés. Ces deux clés vont, par définition, on va en désigner une comme étant publique, qui peut donc être connue de tous. C'est ce qu'on veut dire par public, c'est qu'elle peut être connue par le monde entier, c'est pas grave. Et on va avoir une clé privée. Et donc elle, elle ne peut être connue que du possesseur, du propriétaire de la clé. Et c'est important que ça reste comme ça. L'idée, c'est que on va pouvoir chiffrer avec une clé et déchiffrer avec l'autre. Je mets chiffrer entre guillemets parce que dans le cadre du chiffrement asymétrique, parfois c'est un peu abusif de parler de chiffrement en fait. Mais bon. L'idée qui est derrière, c'est qu'il existe une relation mathématique entre ces clés qui dépend en fait de l'algorithme. Donc si on prend par exemple RSA, qui est le plus connu, on va dire, des algorithmes de chiffrement asymétrique, RSA, la relation qui est derrière est en rapport avec les nombres premiers. Et la sécurité d'un algorithme de chiffrement asymétrique repose sur la difficulté du problème sous-jacent. Donc RSA, en fait, pour créer une clé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se baser sur le problème de la factorisation des nombres. Donc on va avoir deux très grands nombres premiers qui sont relativement faciles à calculer, relativement, hein. Et on va les multiplier ensemble et on va obtenir un résultat. Et en fait, autour de ça, on va pouvoir bâtir cette notion de clé publique, clé privée, qui sont reliées euh, par cette relation de multiplication des nombres premiers. Et l'idée, c'est qu'en fait, sachez-le, en informatique aujourd'hui en tout cas, hein, il est très 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 compliqué. Il est en pratique impossible en fait de redécomposer euh, le nombre qu'on a obtenu en ces deux facteurs d'origine. C'est évidemment facile si on fait 3 fois 4 et puis qu'on a qui ne sont pas de nombres premiers d'ailleurs. Si on fait 3 fois 2 qu'on obtient 6, c'est très facile de retrouver 3 et 2. Mais comme là on parle de nombres qui sont des nombres à des milliers de chiffres, c'est pas faisable. Euh, donc voilà l'idée derrière le chiffrement asymétrique. Il y a deux applications que vous devez avoir en tête. C'est qu'il y en a une première qu'on va pas franchement évoquer là parce que c'est pas spécialement celle qui nous intéresse, qui est de s'assurer que seul le destinataire légitime d'un message peut le lire. Donc ça veut dire que je prends par exemple l'un de vous, voilà, a une l'un de vous a une clé finalement privée, et puis il a donné sa clé publique au monde, et on sait que c'est la vôtre. Et moi, je veux lui écrire un message, je veux être sûr qu'il n'y a que lui qui peut le lire. Je vais prendre la clé publique, je vais chiffrer le message avec sa clé publique. Et en fait, comme seule la clé privée pourra déchiffrer le message, je suis sûr que seul mon destinataire, propriétaire de la clé privée et normalement seul à la connaître, pourra déchiffrer mon message. Donc ça, c'est une première application. Et en fait, c'est une application qui est très utilisée sur typiquement les forums du deep web ou ce genre de choses, parce que c'est assez facile à mettre en œuvre. Et puis évidemment, quand on écrit sur un forum en voulant s'assurer qu'une seule personne puisse lire, vaut mieux faire quelque chose qu'un forum par nature, sinon c'est un peu public, quoi. L'autre application, beaucoup plus intéressante, qui va être reliée en fait à notre histoire de KMS,
c'est de s'assurer de l'authenticité d'un message. C'est-à-dire à la fois que le message est tel qu'il a été envoyé, il n'a pas été modifié en transit, et également qu'il vient bien euh, de l'émetteur qu'il prétend. Donc ça, c'est typiquement, moi, je veux vous envoyer un message à tous, et je veux vous fournir un moyen de vous assurer que le message que vous avez reçu, c'est bien celui que j'ai envoyé, et que c'est bien moi qui l'ai envoyé. Donc ça, c'est le concept de signature électronique, et, euh, et on va voir un peu en quoi ça consiste. Donc bon, ça, c'est le schéma Alice et Bob pour le chiffrement du message, mais il ne nous intéresse pas, donc je vais passer. Et on va tout de suite en venir à la signature électronique. Donc la signature électronique, on va la faire en 2 slides. Premièrement, il y a une première composante essentielle qui est ce qu'on appelle une fonction de hachage. Alors une fonction de hachage, déjà première chose, c'est pas un algorithme de chiffrement. C'est une erreur en fait que je vois beaucoup quand je fais passer des entretiens d'embauche. Et voilà, donc non, une fonction de hash n'est pas une fonction de chiffrement. Une fonction de hash, c'est une fonction qui prend des données en entrée, une quantité arbitraire de données en fait. Ça peut être très peu, ça peut être beaucoup, peu importe, et qui va sortir un nombre en sortie, qu'on va appeler un hash, qui lui va être de taille fixe. Donc une fonction de hachage, ça a plusieurs propriétés, et ces propriétés sont toutes importantes, mais il y en a une, je vais la souligner, qui est plus importante que toutes les autres. Déjà, une première propriété, c'est que la taille du hash est fixe. Ça, c'est plutôt une propriété pratique, c'est-à-dire que peu importe si je mets 1 méga de données en entrée, ou 1 giga, ou 1 téra, de toute façon, mon hash à la sortie, il fera, par exemple, 256 bits. Ça dépend de l'algorithme, mais en gros, l'algorithme va sortir un nombre de taille fixe, peu importe les données en entrée. Deuxième propriété, qui est à la fois évidente, mais ça vaut le coup de la préciser, c'est que si je donne les mêmes données en entrée, j'obtiens toujours le même hash. Donc je peux, on va dire, hasher 40 fois un document Word, je vais 40 fois obtenir, tant que le document n'a pas changé, je vais 40 fois obtenir le même hash. Donc ça, c'est la fonction, en gros, il n'y a pas d'aléatoire dedans intrinsèquement, elle va toujours donner le même résultat pour les mêmes entrées. Une fonction de hash a 2 propriétés intéressantes qui sont les 2 suivantes, c'est que si on change le moindre petit bit en entrée, même sur 1 giga de données, on change juste un bit, le résultat qu'on obtient est complètement différent. C'est-à-dire qu'il n'a rien à voir, c'est pas ce qu'on veut dire par là, et ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que un petit changement dans la donnée d'entrée va produire un énorme changement dans la donnée de sortie. Une relation entre la taille d'un changement en entrée et la taille du changement en sortie. La 4e propriété qui est la plus importante et qui est reliée à ça, c'est qu'il est impossible, étant donné un hash, par exemple, j'ai le hash 1, 2, 3, 4, et je voudrais créer une donnée pour obtenir ce hash. Ça, c'est une opération qui n'est pas possible à faire avec une fonction de hachage utilisée dans le cadre de la cryptographie. Et c'est fondamental que ce soit pas possible. On va le voir juste après, la signature repose entièrement sur cette propriété. Donc voilà, j'ai 1, 2, 3, 4 en hash, et je vous demande de créer une donnée, vous la craftez comme vous voulez, vous créez une donnée qui va donner ce résultat-là, c'est impossible, vous ne savez pas le faire. Sur le côté de l'écran, on a quelques fonctions de hash connues, MD5, SHA-1, SHA-2. MD5 et SHA-1 sont en rouge parce qu'elles ne sont plus utilisées dans le cadre de la cryptographie, parce que en fait, la propriété que je viens d'évoquer, donc impossible de crafter une donnée exprès pour obtenir un hash, cette propriété n'est plus assurée sur ces fonctions. On connaît des attaques qui permettent de générer exprès un hash. SHA-2, elle, est toujours sécurisée, et c'est celle qui est utilisée la plupart du temps. Bon, il existe aussi SHA-3, mais on s'en fiche. Donc signer un message, voilà, là, comment est-ce qu'on fait? Donc ça se base à la fois sur du chiffrement asymétrique et sur une fonction de hachage. L'idée, c'est que Alice a un message et elle veut l'envoyer à Bob. Et on veut que Bob puisse s'assurer que le message vient bien d'Alice et que le message est bien le même. Ce que fait Alice, c'est assez simple. Elle prend son message et elle en fait un hash. Ce hash, elle va le chiffrer avec sa clé privée. Chiffrer est à mettre entre guillemets, mais voilà. Et ce qu'elle va transmettre à Bob, c'est à la fois le message, en clair, hein, potentiellement, peu importe, l'objectif va protéger le contenu du message en tant que confidentialité, hein. L'objectif est juste que Bob puisse s'assurer que ce message, il est bien comme il est parti et que c'est bien Alice qui l'a envoyé. Donc elle va envoyer le message avec le hash chiffré.
Bob, ce qu'il va pouvoir faire, c'est qu'à la réception du message, il va pouvoir utiliser la même fonction de hachage pour régénérer, recalculer le hash de son côté. Et comme il connaît la clé publique de Alice, le monde entier connaît la clé publique de Alice, elle est publique, il va pouvoir aussi prendre le hash chiffré que lui a transmis Alice et le déchiffrer à l'aide de la clé publique, et pour retrouver finalement le hash qu'elle et il va tout simplement pouvoir comparer ce que lui a calculé et ce que Alice lui a envoyé. S'ils sont identiques, ça lui assure que le message n'a pas changé. Si le message avait changé, ne serait-ce que d'un hash qu'il aurait calculé, ce serait complètement différent de celui transmis par Alice. Ça, c'est une des propriétés qu'on a vues de la fonction de hachage. Et si finalement c'était pas Alice qui avait envoyé le message, alors en utilisant la clé publique de Alice, il n'aurait pas pu retrouver le hash, puisque ça aurait pas pu être la clé privée de Alice qui aurait été utilisée pour faire cette signature. Donc je ne sais pas si vous voyez mon curseur, mais ce truc-là finalement ne peut être généré que si la clé privée de Alice est voilà, que si c'est Alice. Donc voilà, j'espère que vous arriverez à vous convaincre. S'il faut re-regarder ce passage après, mais la signature, c'est comme ça que ça fonctionne. Les mécanismes qui sont derrière, c'est vraiment ça, c'est chiffrement asymétrique plus fonction de hachage. Et, et on peut assez, je pense, assez facilement se convaincre avec les principes qu'on a vus que, en effet, faire ça permet à Bob de s'assurer que Alice est bien l'auteur du message et que le message n'a pas été modifié. On va s'arrêter là, on va passer à KMS. Normalement, on parle de certificat électronique, on parle de la sécurité d'Internet, mais bon, là, l'objectif de ce webinaire, c'est de parler de KMS. Donc, allons-y. Donc, webinaire sur KMS. Donc, je suis Jérémy Rodon, je suis architecte cloud chez Revolve. Ça fait 3 ans, plus de 3 ans que je fais de la WS et je suis pas spécialement une formation de sécurité à l'origine, mais c'est quelque chose qui m'a toujours un petit peu passionné. Et donc, du coup, voilà, KMS, je m'étais assez naturellement. Tout ce que je vais vous dire là, je l'ai pas inventé, c'est tiré d'un white paper que AWS a écrit. C'est un truc de 43 pages. Il est très facile à trouver, hein. Si vous tapez sur Google KMS white paper, il est probable que le premier lien ce soit ça. Donc c'est un PDF un petit peu compliqué à lire, mais plutôt bien détaillé. Et bon, l'idée c'est que je l'ai lu et j'en ai fait une présentation. Donc la présentation est issue de ma compréhension. S'il y a des... Je peux couper ma vidéo? Ah mince. Oui, je peux couper ma vidéo. Donc l'idée c'est que ouais, s'il y a des cryptographes dans la salle et que ils s'aperçoivent que j'ai dit une petite incohérence, faut pas hésiter à corriger. Je suis pas un spécialiste absolu de la cryptographie, je suis juste, on va dire, un mec un peu intéressé. Mais normalement, ce que je vais vous dire, c'est vrai, hein. Et flûte, c'est vrai qu'on perd le focus quand on fait ça. Voilà. Donc l'agenda, on va vite faire regarder les prérequis, les objectifs. Ensuite, on va passer un peu sur quelques principes finalement qui sous-tendent KMS. C'est un peu en vrac. Vous allez voir que ce chapitre est peut-être le plus compliqué à lire, à suivre, pardon, parce que voilà, j'ai pas trouvé le bon ordre en fait pour mettre les principes. On va parler ensuite de la hiérarchie des clés KMS parce que c'est un peu important. Et puis en dernier, j'ai pris le soin de vous faire des petites animations qui vont permettre de bien ancrer la cinématique du chiffrement KMS. Donc les prérequis de connaissance. Déjà, je vais supposer que vous savez déjà un peu ce que c'est que KMS, on va dire en tant que service AWS. Vous savez que c'est un service qui permet de faire le chiffrement at rest des données, que ce soit peut-être dans S3, dans EBS, dans EFS, voilà. Vous savez qu'il y a des histoires de CMK, donc les Customer Master Key. C'est pas fondamental de savoir exactement ce que c'est, mais disons que je vais évoquer le terme, donc c'est mieux si vous avez déjà vu ce que ça donnait côté API. Et puis vous savez qu'il y a des histoires de chiffrement, déchiffrement de données, de data key. Si vous le savez pas trop, on va un peu le clarifier. Vous savez ce que c'est que du chiffrement symétrique. L'idée de dire que vous le savez, c'est que vous êtes convaincu que le chiffrement symétrique correctement utilisé est en effet une façon de sécuriser de la donnée. Ce que je veux dire, c'est que si vous obtenez, voilà, si vous n'êtes pas convaincu de ça, je pourrais pas vous démontrer que KMS est sécure. Normalement, vous devriez être convaincu que AES, on ne connaît pas d'attaque. Quand il est correctement utilisé, on ne connaît pas, il n'y a pas de moyen connu, voilà, de déchiffrer une donnée chiffrée. Et puis,
vous savez ce que c'est qu'une signature électronique, donc on vient de le voir. Pareil, l'idée là, c'est ce que vous savez, c'est qu'en effet, il existe bien un mécanisme cryptographiquement qui permet de s'assurer de manière certaine que un message est authentifié, donc à la fois il n'a pas été modifié, que son intégrité est assurée, et que l'émetteur du message est bien celui qu'il prétend être. Objectif de ce talk, c'est de comprendre de ce qui se passe dans KMS. Ce que je veux dire, c'est que peut-être actuellement, en tout cas la supposition que je fais, c'est que actuellement, si je demande à l'un d'entre vous ce que c'est que KMS, bon, il est probable que vous sachiez qu'il y a un utilisateur et puis qu'il y a une API KMS et qu'on peut faire des opérations dessus, KMS encrypt, décrypte, generate data key, voilà, ce genre d'opérations que vous avez peut-être déjà vu passer dans vos CloudTrail. Mais probablement que derrière, vous supposez qu'il se passe quelque chose, mais bon, c'est pas très distinguable de la magie. Et l'idée, c'est justement de voir en fait quelle est cette magie. Donc on va commencer tout de suite en disant que derrière, en fait, il n'y a pas qu'un chapeau magique. En fait, il y a principalement 3 composants qu'il faut garder en tête pour le service KMS. Il y a les hosts KMS, c'est des VM, c'est eux qui portent l'API. Donc en fait, quand vous faites un call API, in fine, c'est un de ces hosts qui va recevoir le call API qui va agir. On a un stockage qui contient vos CMK. Alors, bon, on verra que c'est un peu plus subtil que ça, mais en gros, voilà, sachez qu'il y a un stockage central. On pourrait imaginer que c'est du S3, j'en sais rien. J'en sais rien du tout, mais c'est un stockage voilà, qui est indépendant des hosts, c'est-à-dire que les hosts, évidemment, s'alimentent sur un stockage partagé parce que il faut que vous puissiez interroger n'importe quel host. Et derrière, composant hyper important, on a des HSM. Donc les HSM, c'est des Hardware Security Modules. C'est du matériel spécialisé qui permet de faire des opérations cryptographiques. Au sein de KMS, les HSM sont les seuls à faire des opérations cryptographiques. Un decrypt, un encrypt, un generate data key, peu importe, tout ça, c'est bien le host qui va recevoir votre demande, mais in fine, c'est un HSM qui va effectuer l'opération et qui va ensuite la renvoyer au host qui enverra. On va voir ça plus en détail. Mais retenez qu'il y a ces 3 composantes-là, host, HSM, et puis un stockage avec les SMK. Maintenant, on va voir un petit peu les principes qui sous-tendent la sécurité de KMS. Un premier principe, c'est ces fameux HSM. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un HSM, donc là, on en a une image. Alors l'image est tirée, c'est la vraie image d'un HSM de KMS. Je suis pas allé dans un data center la photographier, mais simplement, en fait, on voit que c'est un FIPS 140-2 Level 2 Validated HSM. En fait, pour obtenir cette validation, il faut soumettre un dossier et l'envoyer au NIST. Et en fait, dans ce dossier, il y a, qui est publiquement accessible, il y a une photo. Donc j'ai juste extrait lâchement la photo du dossier. Ce qu'il faut retenir, c'est que la norme FIPS fixe un cahier des charges, un certain nombre de choses que doit respecter ce composant physique appelé HSM pour pouvoir être validé. Je ne les ai pas explicitement tous remis. J'en ai mis quelques-uns qui me paraissaient les plus importants à retenir. Déjà, un HSM est fait pour empêcher les accès physiques non autorisés. C'est-à-dire qu'on ne peut pas simplement ouvrir le boîtier d'un HSM et retirer une barrette de RAM. C'est pas possible. Une des façons dont on s'assure de ça, c'est typiquement que si on essaie d'ouvrir le boîtier, en fait, il y a des contacteurs qui vont plus être là et qui vont juste couper le HSM, donc il va s'éteindre. On les voit un peu ici. On a des petites bandes adhésives qui permettent de s'assurer que si ça a été ouvert, ça se verra, etc. Un HSM est un matériel qui a une définition explicite de toutes les opérations qui sont permises dessus. C'est-à-dire que c'est pas comme un ordinateur comme le vôtre, comme le mien, qui est programmable un peu à souhait et qui peut faire ce qu'il veut. Un HSM, dès la conception à la fabrication, il a son set d'opérations, il n'en sortira jamais. Et, et puis, il définit très précisément des rôles de qui peut faire les opérations cryptographiques. Classiquement, quand on parle de HSM, on a des CO qui sont les crypto officers et les CU qui sont les crypto users. En général, les crypto officers peuvent configurer le HSM, faire des opérations plutôt d'administration dessus. Les crypto users sont ceux qui peuvent faire les opérations chiffrement, déchiffrement, générer des clés, etc. Donc,
si on peut retenir, c'est juste un matériel spécialisé créé pour protéger des secrets. Et une fois initialisé, en fait, il ne peut agir que dans un cadre précis. Et ça, c'est vraiment le truc important à retenir, c'est que c'est le genre de matériel, une fois qu'on l'a initialisé et qu'on a dit OK, maintenant tu es en opération, et on t'a donné des clés à protéger, matériellement, il est fait pour qu'on puisse pas retirer ses clés comme on veut. On peut resetter le HSM, mais il va oublier les clés. Euh, donc, c'est important parce que plus tard, quand je vais vous dire telle clé ne peut pas sortir du HSM, c'est pas genre il y a une règle quelque part sur un papier qui dit on peut pas. C'est juste on peut pas. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est important de bien comprendre ce que c'est qu'un HSM. C'est un peu fondamental, c'est un peu à la base. Bon, ce tableau, bon, on s'en fiche un peu. C'est les 11 catégories de la FIP 140-2 et il se trouve que c'était juste pour vous montrer que pour certains aspects, en fait, les HSM d'AWS sont au niveau 3, pour d'autres, ils sont au niveau 2. Bon, l'ensemble du cahier des charges, on ne va pas le détailler ici, vous pouvez aller le regarder. Niveau 2, niveau 3, niveau 4, faut pas voir ça comme ah tiens c'est level 2, bah du coup c'est des HSM de merde. C'est pas du tout ça. Je vous invite à aller regarder. On est déjà niveau 2, niveau 3, on est déjà à des. Faut déjà un peu se forcer pour y arriver quoi. Un autre principe, c'est la génération de nombres aléatoires. Pourquoi c'est important? On l'a dit, AES, c'est sécurisé. On ne connaît pas d'algorithme de chiffrement, d'algorithme qui permettrait de casser le chiffrement AES. Il y a des attaques qui existent, mais qui résultent plus de la mauvaise utilisation d'AES que d'une faille d'AES lui-même. Par contre, si la clé que vous utilisez, je peux la prédire facilement, par exemple, je sais que vous avez une tendance à utiliser tout le temps 1, 2, 3, 4 comme clé, AES peut être aussi sécurisé qu'on veut, votre message, j'aurai aucun mal à le déchiffrer puisque je sais que votre clé c'est 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ce qu'on veut dire, c'est que la génération de nombres aléatoires est fondamentale en cryptographie. La capacité à produire de l'aléatoire de bonne qualité est fondamentale pour la sécurité de manière globale en informatique. Il y a deux façons de concevoir des nombres aléatoires. La première façon, qui est la plus classique, c'est de faire des nombres aléatoires déterministes. Alors c'est un peu antinomique, on appelle ça pseudo-aléatoire. L'idée, c'est qu'en fait, on a un algorithme qui va générer une suite de nombres. Et si vous êtes observateur extérieur et que vous regardez les sorties, les nombres qui sortent de cet algorithme, en effet, pour vous, c'est aléatoire. Il n'y a juste pas moyen, connaissant un nombre, de prédire le suivant. Mais néanmoins, derrière, en fait, l'algorithme a été initialisé avec ce qu'on appelle une graine, une seed. Et en fait, c'est cette graine qui fait que on peut déterminer toute la suite. C'est-à-dire que si vous connaissez cette graine, vous pouvez tout à fait prédire tous les nombres qui vont sortir. Mais si vous ne la connaissez pas et que vous observez juste la sortie, bon, bah, c'est aléatoire pour vous, quoi. Tous les ordinateurs font ça. Quand vous faites sur Linux dev random, en fait derrière vous êtes en train d'utiliser un générateur de nombres pseudo-aléatoire. Ensuite, on a tout ce qui est non déterministe, donc ce qu'on pourrait appeler du vrai aléatoire, si une telle chose existe. Mais en vérité, ce qu'on veut dire, c'est que c'est juste pas prédictible au sens humanité. Un exemple de source, d'une telle source, c'est par exemple sur la planète, partout, il y a des orages. À tout moment, il y a un orage quelque part sur la planète, il y en a même plusieurs. Et donc, ces orages font de la foudre. Et quand la foudre frappe, il y a une énorme émission d'ondes radio et bon, il y a diverses fréquences de lumière qui partent, mais entre autres, il y a des ondes radio. Et en fait, il se trouve que ces ondes radio sont réverbérées par la ionosphère. Et finalement, à n'importe quel point du globe, on peut les détecter. Et ça génère une sorte de bruit de fond, en fait. Il y a un espèce de bruit de fond en permanence partout sur la planète. Et ce bruit de fond est considéré comme une source aléatoire de très haute qualité parce que personne ne sait prédire vraiment ce qui va la suite, quoi. Personne ne sait quand est-ce que la foudre va frapper quelque part dans le globe et ce que ça va générer comme changement dans le bruit. Et par ailleurs, la façon dont vous percevez le bruit est un petit peu différente selon où vous êtes sur la planète. Donc voilà. Dans le cas de KMS, ce qui est fait, c'est qu'il y a un algorithme déterministe qui est utilisé, qui est basé sur AES 256.
vous laisserai aller rechercher si vous voulez en savoir plus. Mais l'idée, c'est que ES256, en plus d'être un algorithme de chiffrement, a la bonne propriété de, quand on sort une donnée chiffrée, le résultat semble être aléatoire, donc c'est basé sur ça. Et l'idée, c'est que donc KMS, c'est un algorithme déterministe qui est seedé, dont la graine vient d'une source non déterministe. En fait, c'est pour allier le meilleur des deux mondes, parce que les sources non déterministes, je ne l'ai pas dit, mais peut-être on s'en doute, c'est quelque chose qui est un peu rare. C'est-à-dire que si vous devez générer des milliards de nombres par seconde, ça peut devenir compliqué, quoi. Il n'y a pas forcément un éclair aussi souvent que vous voulez. Et d'un autre côté, les sources déterministes, on sent bien que si on utilise trop longtemps, on augmente finalement la probabilité que la graine soit connue parce qu'elle a fuité, parce que quelqu'un quelque part possède un algorithme qui lui permet de la deviner au bout d'un certain temps. On peut imaginer un peu n'importe quoi. L'idée de KMS, c'est OK, du coup, on va utiliser le côté déterministe pour pouvoir générer des nombres autant qu'on veut, mais quand même, on veut que ça reste sécurisé. Donc en fait, on va utiliser une graine qui vient d'une source vraiment fiable, aléatoire, et régulièrement, on va recider l'algorithme avec cette source. Du coup, on économise la source et on conserve une imprédictabilité générale du système. Ça, c'est un deuxième principe fondateur en place au sein de KMS. Et donc, pour rappel, ça permet d'avoir une source de nombres aléatoires vraiment fiable et de haute qualité, qui permet donc d'assurer derrière une cryptographie de qualité. Troisième principe important dans KMS, c'est ce qu'on va appeler les domaines KMS. Donc, qu'est-ce qu'un domaine KMS? Un domaine KMS, en pratique, c'est une région, mais ça pourrait être autre chose. L'idée d'un domaine KMS, c'est que c'est un ensemble de HSM qui appartiennent au domaine. C'est un ensemble d'opérateurs qui sont définis dans le domaine, sachant que les opérateurs peuvent être à la fois des humains, donc les administrateurs de la solution, il y en a, et ça peut aussi être des hosts, donc les fameux KMS hosts, donc ceux qui présentent. Troisième composante essentielle d'un domaine KMS, on a des règles d'interaction, qui sont en fait les règles de quorum. Et on va voir dans 2 slides ce que c'est, mais c'est fondamental. L'idée, c'est que ces règles font en sorte que n'importe quel opérateur ne peut pas faire n'importe quoi sur HSM. Concrètement, un domaine, ça a un état réside au sein des HSM. Donc on retrouve un nom, ok, c'est plus pratique pour l'identifier. On retrouve les membres sont les HSM. On retrouve les opérateurs, donc à la fois les humains et les machines virtuelles du service. On retrouve nos règles. Et gardez dans un coin de votre tête les domain keys. On va commencer à parler de clés dans quelques slides. Et la domain key, vous allez voir que ça a son importance dans la hiérarchie des clés KMS. La notion importante à retenir pour la sécurité de la solution KMS, c'est la notion de quorum, donc les règles de quorum. La notion de quorum, en fait, elle fait en sorte que un mec tout seul puisse pas péter un plomb et décider qu'il allait effacer toutes les clés ou déchiffrer toutes les données ou ce genre de choses. Comment c'est fait? En fait, disons qu'il y a un opérateur qu'on va appeler KMS opérateur 1 et il veut émettre une commande à destination du HSM. Peu importe la commande, mais disons que c'est une commande un peu critique. Commande d'administration, une commande qui permettrait de faire une opération de déchiffrement, par exemple. Déjà, le HSM va vouloir vérifier que l'opérateur est bien un opérateur autorisé. Donc, pour rappel, qui fait partie de cette liste-là, la liste des opérateurs. Pour ça, on va utiliser la signature. Donc, j'ai représenté la signature comme si c'était une signature humaine, mais évidemment, on parle bien d'une signature électronique. En l'occurrence, pour ceux qui sont vraiment curieux, c'est du ECDSA, donc c'est Elliptic Curve, qui est un autre algorithme de chiffrement asymétrique. Elliptic Curve Digital Signature Algorithm, ECDSA. Donc vous pouvez rechercher ça si ça vous intéresse de savoir. Et donc il va signer sa commande et il va envoyer ça au HSM. Et le HSM va lui dire niet. Pourquoi le HSM va lui dire niet? Parce que certes, le HSM a pu vérifier que KMS opérateur 1 était bien autorisé, mais il y a une règle de quorum qui dit qu'en fait, 1, c'est pas suffisant.
Ce qu'il va falloir faire, c'est que KMS opérateur 1 va devoir aller chercher un copain à lui, un collègue probablement, peut-être un collègue qui n'est pas tout à fait dans le même bâtiment, qui est ailleurs, et il va falloir que ce collègue aussi signe la commande. Donc il va ajouter sa propre signature sur la commande. Donc jusqu'à maintenant, on a toujours fait, OK, on a une donnée et une personne la signe, mais si vous vous rappelez du schéma, bon, rien n'empêche en fait que X personnes signent un même document. Chacun peut faire un hash et chacun peut utiliser sa clé privée pour ajouter sa signature et on peut lister toutes les signatures sur un document. Et donc, ce qu'on va envoyer au HSM là, bah, ça va être la commande avec les deux signatures. Et le HSM va pouvoir vérifier que, en effet, les deux signatures sont bien les signatures de personnel autorisé. Et il y en a bien deux. On pourrait imaginer qu'on en veut 3 ou 4 ou 10, mais là, voilà, pour l'exemple, c'est deux. Et donc, puisqu'il y a bien deux personnes autorisées qui ont validé cette commande, OK, le HSM va exécuter la commande. Donc ça, c'est un élément de sécurité qui est important, c'est que finalement, le risque humain, le risque de une personne qui a été corrompue par une organisation extérieure, etc., est fortement réduit par ce genre de mécanique qui finalement oblige à ce qu'il y ait plusieurs validateurs sur les commandes critiques. Et donc, c'est un aspect important de la sécurité de KMS. Et encore une fois, le HSM, lui, il va suivre ses règles de quorum et il va opérer dans ce cadre-là et on ne peut pas lui demander d'opérer autrement. Il ne peut pas le faire. Donc, on est vraiment là, si vous mettez bout à bout les choses, on peut assez facilement se convaincre qu'en effet, il n'y a pas de moyen d'exécuter la commande qu'on veut sans être au moins deux, par exemple. Dernier principe qu'on va voir avant de passer à la hiérarchie des clés, c'est le chiffrement d'enveloppe. Pour comprendre ce que c'est que le chiffrement d'enveloppe, je vais commencer par vous présenter du chiffrement pas d'enveloppe du tout. Juste pour que vous voyez. Donc, une méthode de chiffrement, on va dire, naïve. Ce serait que vous avez votre master key, vous avez de la donnée, vous prenez les deux, vous faites passer ça dans AES 256, et puis vous obtenez une donnée chiffrée. Donc ça, c'est, on va dire, l'image qu'on se fait du chiffrement, c'est comme ça qu'on l'a présenté avec Alice et Bob, etc. Mais il y a plusieurs problèmes à ça. Déjà, un premier problème, c'est que si votre master key ne doit pas sortir du HSM, et que vous avez 200 gigas de données à chiffrer, vous vous doutez que ça peut commencer à devenir un peu compliqué, quoi. Il faut envoyer 200 gigas de données au HSM, il faut qu'il fasse des opérations vachement longues, bon, pas très praticables. Un autre problème qu'on pourrait voir, c'est que potentiellement, ça veut dire que vous utilisez la master key pour chiffrer directement toutes les données que vous envoyez. Ce qui veut dire que s'il existe une attaque, on n'en sait rien, mais admettons qu'il en existe une, il est quand même probable que plus on est à disposition de données différentes chiffrées avec la même clé, et plus on augmente nos chances de retrouver la clé. Typiquement, Alan Turing, quand il avait cassé le code Enigma pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était typiquement ce genre de situation. C'est qu'à force d'avoir des messages, il a pu repérer des patterns et il a pu casser. Donc voilà, toujours chiffré avec la même clé, c'est un peu embêtant. Donc retenez ces deux points. Pour résoudre le premier point, merci Lucien, je ne relirai pas ta question. Donc, le chiffrement d'enveloppe permet de résoudre le premier problème. C'est-à-dire que la master key, on va bien la laisser dans le HSM. La donnée va être à l'extérieur. Et ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va utiliser une data key, donc une clé intermédiaire. La data key va servir à chiffrer la donnée. Donc, la donnée sera chiffrée avec la data key. Et avec la master key, on va chiffrer la data key elle-même. L'avantage, c'est que la data key, si c'est du AES 256, c'est 256 bits. Donc, c'est une petite donnée. Et donc là, on peut parfaitement faire l'opération au sein du HSM sans que ce soit très coûteux. Et au résultat, ce qu'il nous suffit de faire, en fait, c'est de stocker notre donnée chiffrée avec la data key, chiffrée également. Donc, on les stocke ensemble. Et comme ça, le jour où on veut déchiffrer, eh ben, on peut redonner la data key chiffrée au HSM, réobtenir la data key en clair, et puis déchiffrer notre donnée. L'opération de chiffrement de la donnée elle-même, on voit bien que là, c'est le côté applicatif qui va le faire. Les thématiques qu'on verra plus tard, cinématiques de chiffrement, remettront un petit peu l'accent sur ce principe-là, mais le chiffrement d'enveloppe, c'est ça. C'est le fait, en fait, que la donnée
soient pas directement chiffrées avec la master key, mais plutôt qu'il y ait des clés intermédiaires. Le deuxième problème que j'avais évoqué, qui était le problème de réutiliser tout le temps la clé, on voit qu'il n'est pas complètement résolu par ce principe-là. Mais on verra aussi que KMS va un petit peu plus loin que ça sur son chiffrement d'enveloppe. Et pour vous parler du chiffrement d'enveloppe de KMS, va déjà falloir que je vous parle de la hiérarchie des clés KMS. Donc, la hiérarchie des clés KMS, là, il faut vraiment que vous boucliez vos ceintures, c'est la partie un petit peu hardcore qui commence. Je voudrais, avant de commencer à faire les schémas, je suis un peu obligé quand même de parler des clés, essayer de retenir au maximum ce tableau, et puis on va essayer de s'imager la façon dont ça fonctionne. Au top de la hiérarchie, on a la domain key. Donc souvenez-vous, la domain key, elle faisait partie du domaine KMS qu'on a défini quelques slides plus tôt. Qu'est-ce que c'est la domain key? En fait, c'est une clé AES de 256 bits qui ne réside que dans la mémoire des HSM, elle existe nulle part ailleurs. Et ce qu'elle va permettre, c'est de chiffrer des CMK, ou plutôt de chiffrer des HSM backing key. Qui chiffre qui, vous inquiétez pas, on va le faire au slide d'après, on va faire un petit dessin qui va permettre de fixer tout ça. Ce qui est important de retenir, c'est que la domain key, elle a une durée de vie de une journée. Ça peut être un peu plus quand il y a des opérations, mais en gros, c'est tous les jours, elle est changée. Elle n'existe que dans les HSM, elle peut pas en sortir. Et quand, encore une fois, quand je dis elle ne peut pas en sortir, c'est qu'elle peut pas, quoi. En fait, le HSM ne permettra pas de le faire. Donc ça, c'est vraiment le top de la hiérarchie. Ensuite, on a ce qu'on appelle les HSM backing key. Donc, quand vous dites CMK, ce que vous dites réellement, en fait, c'est vous désignez finalement une notion qui n'existe que dans l'API. Encore une fois, on va le clarifier avec des dessins. Mais la CMK en elle-même, c'est pas vraiment une clé. C'est, on va dire, une espèce de raccourci qui pointe sur une clé. Et cette clé, on peut l'appeler la HSM backing key. Donc ça, c'est, on va dire, c'est votre master key. Cette master key, elle peut être, sa durée de vie, ça peut être de 1 an ou elle peut être infinie. Ça dépend si vous avez coché la case je veux faire la rotation tous les ans ou pas. Mais si vous avez coché la case, elle va être changée tous les ans. Ensuite, on a les data encryption keys. Les data encryption keys sont des clés éphémères qui sont en fait générées à chaque fois que vous faites une opération encrypt, décrypte, etc. C'est pas directement la HSM backing key qui va chiffrer. En fait, à partir de la HSM backing key, on va dériver une data encryption key à la volée. Ça permet de répondre au problème que j'évoquais de réutiliser tout le temps la même clé. En fait, sachez que KMS, quand il vous sort une donnée chiffrée, quand vous avez fait une opération encrypt, certes, vous utilisez peut-être tout le temps la même CMK, mais avec ce mécanisme de data encryption key qu'on va voir un petit peu plus après, jamais vous avez en fait chiffré avec la même clé. C'est jamais arrivé. Et puis on a la customer data key. Donc ça, c'est la fameuse data key qu'il y avait sur ce schéma-là. C'est cette clé qui va vous permettre potentiellement de chiffrer vos données au niveau de votre application. Quand S3 utilise KMS pour chiffrer, en fait, S3 va demander à KMS une customer data key, et puis il va chiffrer la donnée avec cette customer data key. Donc celle-là, son cycle de vie, il est complètement dépendant de l'utilisateur, hein. Vous pouvez la changer tous les jours, ça vous fait plaisir, ou l'utiliser pour toujours. Voilà. Ok. Visualisons cette hiérarchie. Donc, on a nos 4 clés, les 4 clés qu'on a évoquées dans le tableau d'avant. Pour l'instant, vous voyez que je les fais toutes résider dans le HSM. Quand je dis dans le HSM, c'est dans la mémoire du HSM. Donc on a une domain key, on a une HSM backing key, data encryption key, customer data key. Une première relation, c'est la relation entre la domain key et la HSM backing key. En fait, la domain key va chiffrer la HSM backing key pour pouvoir la stocker. Souvenez-vous, parmi les premiers slides, on a dit il y avait des hosts, il y a des HSM, et puis il y a du stockage. Évidemment, on ne peut pas stocker les clés en clair comme ça en dehors des HSM. Ce serait une très mauvaise pratique de sécurité. Donc ce qu'on va faire, c'est que la domain key, connue des HSM seuls, qui ne sort jamais des HSM, va permettre de chiffrer, de protéger la HSM backing key pour pouvoir l'exporter dans le stockage.
Encore une fois, le HSM est écrit et programmé et construit pour qu'il soit impossible de sortir la HSM backing key autrement qu'en la chiffrant. Et quand je dis impossible, c'est voilà, c'est impossible quoi. Par construction, c'est pas faisable. Et donc la chose qu'on stocke, on appelle ça un encrypted key token, donc un EKT. Vous verrez si vous lisez le white paper vous-même, c'est plein de petits acronymes comme ça, c'est un vrai plaisir. Donc c'est pour ça que j'ai essayé de faire des dessins pour vous le simplifier. Ensuite, quelle est la relation entre la HSM backing key et la data encryption key? La relation, c'est une relation de key derivation function. Donc je ne veux pas rentrer dans le détail parce que bon, pas forcément le temps, mais une key derivation function, c'est juste une fonction de dérivation de clé. Donc en gros, on va générer un nonce. Donc un nonce, c'est juste un nombre aléatoire venant d'une source aléatoire fiable, celle de KMS. Et en fait, en utilisant notre clé plus ce nonce, notre HSM backing key plus ce nonce, on va être capable de générer une data encryption key. Et évidemment, si on réutilise le même nonce, eh ben, on retrouvera notre data encryption key. Les KDF sont basés sur des fonctions de hachage. Hein. Faut pas, peut-être que vous vous en doutiez, mais sachez-le, c'est basé sur des fonctions de hachage. Et puis enfin, notre data encryption key va permettre potentiellement de chiffrer notre customer data key pour vous renvoyer à vous une customer data key chiffrée ou un ciphertext parce que vous le savez, KMS vous permet aussi de chiffrer des petits morceaux de données de moins de 4 kilos. Donc si vous faites ça, tout ça est valable, remplacez juste customer data key par votre petite data de moins de 4 kilos. Et donc ce que vous obtenez, c'est un ciphertext. Ce ciphertext ne contient pas que la customer data key chiffrée, il va aussi typiquement contenir le nonce parce que il faut pouvoir potentiellement régénérer les data encryption key. Avant de passer à une cinématique qui permet de visualiser tout ça, un mot sur la Customer Master Key. Donc la CMK, ce n'est qu'une construction logique de l'API KMS. En vérité, si vous lisez le white paper et au niveau des HSM, CMK, ça n'existe pas pour un HSM. Ce qu'elle désigne en fait, c'est un ensemble de HBK, donc de HSM Backing Key. Les HSM Backing Key, comme on l'a vu, n'existent que dans les HSM. Quand on les sort du HSM, elles sont chiffrées et ça devient des encrypted key tokens. Et la Customer Master Key, en fait, c'est un lien vers l'encrypted key token. Et on voit que ça peut être un lien vers même plusieurs. Pourquoi ça peut être plusieurs? Parce qu'en fait, quand vous faites la rotation des clés, KMS va vous créer une nouvelle HSM Backing Key. Votre Customer Master Key va pointer sur cette nouvelle clé, mais il ne peut pas complètement oublier les anciennes parce que sinon, ça voudrait dire que toutes les données que vous avez chiffrées avant, elles ne sont plus déchiffrables. Ce qui serait un peu embêtant a priori. Donc, en fait, les Customer Master Key, la rotation va juste générer de nouvelles clés, mais jamais les anciennes ne seront oubliées. Elles seront juste plus utilisées pour des nouveaux chiffrements, mais elles seront gardées au cas où il faut déchiffrer des données qui ont été chiffrées avant. C'est aussi pour ça en fait qu'une Customer Master Key avec la rotation activée va vous coûter $1 de plus par mois chaque année. Parce qu'en fait, ce qu'on vous facture, c'est pas réellement la CMK, c'est la réelle clé, la HBK qui est derrière. Et donc plus il y en a, plus vous payez. Donc le chiffrement d'enveloppe dans un AWS KMS, comment ça se passe? On a une donnée et on a une HSM backing key. Le HSM de KMS va générer une data key. Avec une key derivation function et un nonce qui va générer aussi, il va créer une data encryption key, il va dériver une data encryption key. La data encryption key va chiffrer la data key. Et ce qu'il va vous renvoyer, c'est exactement ce qu'on va voir au slide suivant, c'est à la fois la data key chiffrée et le nonce, donc ce ciphertext qu'on voyait un peu, et il va aussi vous renvoyer la data key en clair. Et la data key en clair, vous allez l'utiliser. Là, KMS pour lui, c'est fini. Hein. À ce stade, KMS, il ne fait plus partie de l'équation. Vous allez utiliser la data key pour chiffrer votre donnée. Et à la fin, ce que vous allez faire, c'est stocker tout ça ensemble. La cinématique qu'on vient de décrire, c'est exactement la cinématique utilisée par S3. L'avantage qu'on voit, c'est que finalement, puisque la data encryption key est générée à la volée de manière différente à chaque opération, on n'a plus du tout
dans ce mode de chiffrement-là, on n'a plus jamais en fait une donnée qui existe, qui a été chiffrée réellement avec la même clé. L'algorithme AES 256 est utilisé avec une clé de chiffrement différente à chaque fois. Certes, cette clé est dérivée d'une master key, mais ça n'empêche pas que c'est pas la même. Ça veut dire que, admettons qu'un attaquant arrive à retrouver la clé parce qu'il connaît une attaque que personne d'autre ne connaît, il arrive à retrouver cette clé, et ben, il sera incapable, en fait, il pourra certes déchiffrer cette donnée-là, mais il ne pourra pas aller déchiffrer toutes les autres données que vous avez chiffrées avec votre CMK. Donc c'est aussi une façon de sécuriser, c'est de se dire, OK, même si une attaque inconnue en fait existe, eh ben, on va limiter son impact en ajoutant cette petite couche supplémentaire de dérivation de clés. OK, mettons tout ça ensemble pour 2 slides finaux qui vont vous permettre de visualiser ce qui se passe pour 2 opérations majeures de KMS. La première opération majeure, c'est quand vous faites un KMS Generate Data Key. En fait, sachez-le, vous faites quasiment jamais de encrypt, hein. S3 par exemple, si vous chiffrez un bucket S3 avec KMS, jamais vous verrez S3 faire un encrypt. Il fera que des Generate Data Key. Donc on va voir ce qui se passe quand on fait ça, et on va voir aussi ce qui se passe quand on fait un decrypt. C'est un peu les 2 opérations classiques. Donc, au départ, on a un domaine KMS. Dans ce domaine KMS, on a un HSM. On va en prendre un en particulier, le numéro X, et on a un host. On va prendre le numéro Y. Donc ce host expose l'API. Donc quand vous faites votre KMS Generate Data Key en tant que call API avec votre SDK, avec AWS CLI ou en faisant un clic dans la console, vous allez vous adresser à ce host-là. Et puis sur le côté, je suis pas sûr, là je fais une précision, je suis pas sûr, est-ce qu'on considère que le stockage KMS fait partie du domaine ou pas? Pour moi, il en fait pas partie. Donc c'est pour ça que je l'ai représenté à côté. Je dis qu'il en fait pas partie parce qu'en fait nulle part on ne le voit évoqué dans les states du domaine, etc. Bref, dans ce donc dans ce HSM, dans sa mémoire persistante, alors persistante ne s'entend pas par un disque dur. Ça reste de la RAM. En fait, c'est de la mémoire persistante au sens où le HSM va tout le temps garder cette domain key en mémoire. Tandis que dans la partie éphémère, on va voir que tout ce qui est créé dans la partie éphémère, il l'oublie dès la fin de l'opération. Voilà. Dans le stockage, on a notre encrypted key token. Et ça, c'est l'état initial. Et là, on envoie un generate data key en donnant comme paramètre notre ID de CMK. C'est comme ça qu'on fait, hein, quand vous utilisez l'API, vous pouvez vérifier que c'est ça qu'on fait. Ce qui se passe, c'est que déjà, le host va aller retrouver le KT correspondant. Comment il le retrouve? On peut supposer qu'il y a une base de données quelque part ou que finalement le stockage KMS est organisé comme il faut. Et donc, il retrouve le KT. Ensuite, le host va envoyer une commande au HSM. Cette commande s'appelle Generate and Encrypt Random Bytes. Donc ça, vous pouvez le retrouver si vous regardez la spécification du HSM, vous verrez que c'est ça qui est défini. Et cette fois, le paramètre qu'on donne, c'est le KT. Encore une fois, un HSM, il ne sait pas ce que c'est qu'une CMK. C'est vraiment... Que va faire le HSM? Déjà, il va commencer par générer une clé aléatoire qui va être, in fine, qui va être votre customer data key. Il la génère. Ensuite, en utilisant le KT qu'on lui a filé, il va utiliser la domain key pour déchiffrer le KT et donc obtenir la HBK. La flèche que j'ai mis part du stockage, évidemment, c'est juste pour représenter fonctionnellement comment ça marche. Le KT, il l'a parce que le host lui donne en paramètre. Évidemment, le HSM ne parle pas directement au stockage KMS. À partir de cette HBK, il va générer un nonce et il va utiliser sa action de dérivation de clé pour générer une data encryption key. Cette data encryption key va servir à chiffrer la customer data key et on va obtenir ce fameux ciphertext. Donc ce ciphertext, on le voit, c'est la customer data key chiffrée plus le nonce. Et tout ça est retourné en fait au client. Donc c'est presque exactement ça qui se passe. Il se trouve qu'en fait le KMS host va en fait rajouter d'autres données
il va typiquement, lui, rajouter à ce qu'il vous renvoie, il va rajouter l'ID de la clé qui a été utilisée dans le ciphertext, donc l'ID au sens CMK pour pouvoir retrouver plus tard. Mais d'un point de vue cryptographique et d'un point de vue HSM, ce qui se passe, c'est exactement ça. Et dernière chose importante, dernière étape, une fois que l'opération est terminée, le HSM, il oublie tout. Pour lui, c'est vraiment du je fais et j'oublie. Donc ça disparaît de sa mémoire. Et vous avez obtenu votre customer data key en version en clair, donc c'est cette partie-là, et en version chiffrée. Donc vous allez utiliser cette partie-là pour chiffrer votre donnée, et puis vous allez stocker votre donnée chiffrée avec cette partie-là. Vous faites ça parce que derrière, vous voulez pouvoir faire un KMS decrypt. Donc là, on passe à la cinématique du KMS decrypt. On a la même situation initiale, on a toujours un HSM, un host, un EKT qui est dans le stockage, une domain key qui est dans la mémoire du HSM. Et cette fois, on fait un call API decrypt. Et le call API decrypt, vous donnez le ciphertext en entrée. Vous donnez pas plein de paramètres, vous donnez juste le ciphertext. De ce ciphertext, le host sait extraire l'ID de CMK et donc il sait aller retrouver le KT correspondant. Il va envoyer au HSM une commande decrypt, cette fois coup de bol, ça a le même nom. Et cette commande decrypt, il va envoyer à la fois l'encrypted key token et le ciphertext au HSM. Donc, à ce moment-là, dans sa mémoire éphémère, notre HSM, il a le ciphertext. Il se sert de sa domain key pour obtenir la HBK à partir de l'EKT. Le nonce fait partie du ciphertext, donc il se sert du nonce pour régénérer la data encryption key. Il se sert de la data encryption key pour déchiffrer notre customer data key et il renvoie la donnée. Entre parenthèses, admettons que finalement ce soit pas une customer data key qui était chiffrée, c'était vraiment un message à vous. Ça se fonctionne exactement de la même manière. Ça s'appelle toujours un ciphertext ici. Simplement ici, ce que vous obtenez, c'est votre data, et ce que vous obtenez en sortie, c'est votre data. Voilà. Et encore une fois, évidemment, il oublie tout. Donc voilà comment fonctionne KMS derrière l'API. Donc on a une question de Lucien, le KMS host est créé par l'utilisateur. Alors non, le KMS host, ce sont des machines, ce sont des serveurs en fait qui font partie de la solution KMS, donc c'est AWS qui les crée. On peut imaginer que c'est des VM qui ont un software particulier, mais toi en tant qu'utilisateur, tu ne fais que t'adresser à l'API, et en t'adressant à l'API, il se trouve qu'au final tu t'adresses à un host. Mais toi tu le sais pas, tu as juste un API endpoint. Ce serait un peu similaire à une application où tu exposes à tes utilisateurs un load balancer et derrière il y a X serveurs, mais l'utilisateur il y voit que du feu. Là, nous, on est l'utilisateur et c'est AWS qui fournit le load balancer avec les serveurs derrière. C'est la fin en fait de cette présentation. Donc je suis content, j'ai réussi à aller pile à 13h. Bon, par contre, je suis moins content parce que du coup, on va devoir dépasser pour les questions. Et voilà. Alors, au moment de l'encryption, comment le KMS génère la CDK aléatoirement. En fait, il utilise sa source de données aléatoire pour juste sortir 256 bits au pif. Et ça deviendra ces 256 bits. En fait, c'est pour ça, si on revient, c'est pour ça que le call, en vérité, au niveau du HSM, s'appelle Generate and Encrypt Random Bytes. C'est que nous, on appelle ça une clé à la fin, mais en vrai, tout ce qui sort, c'est des bits aléatoires. Le KMS domaine ne fonctionne-t-il pas comme Aurora avec une séparation de la partie compute et storage? C'est les deux qui te font ta base de données. Honnêtement, j'en sais rien, Mohamed. C'est peut-être, peut-être pas. C'est pas quelque chose qui est précisé. On peut imaginer que le stockage est peut-être similaire à une base DynamoDB. On peut imaginer que c'est complètement autre chose. Je sais absolument pas quelle est la technologie qui est utilisée. Je pense que le principe important, c'est que ça contient des EKT. Ils sont indexés par rapport à un ID qui permet au host d'aller retrouver le KT qu'il veut par rapport à l'ID. Au-delà de ça, les technos utilisés, j'en sais rien.
Y a-t-il d'autres questions? Alors, KMS étant régional, est-il possible de faire un backup ou une réplication de l'EKT dans une autre région et de l'y utiliser? Bon, la réponse est un peu oui et non, heu, mais c'est principalement non. En fait, tu as pas de contrôle, toi, sur l'EKT. C'est-à-dire que toi, tout ce que tu sais, c'est ta CMK. Là, faut voir que tout ici, c'est des choses qui se passent derrière l'API, donc c'est intéressant de les connaître, mais en vrai, on n'a pas de contrôle dessus. Heu, donc tu peux pas dire: «OK, je veux aller exporter mon EKT». C'est impossible. Et donc en fait, j'ai dit que c'était oui et non, mais en fait, c'est non et non. Heu, Après, évidemment, tu te doutes que le stockage KMS est un stockage hautement redondant, et cetera. Je pense que c'est comparable. C'est peut-être tout simplement du S3, j'en sais rien. À mon avis, c'en est. Mais l'idée, c'est que c'est un stockage qui est durable et qui permet d'avoir un haut niveau de confiance dans le fait que les EKT vont pas juste être perdus. Pour compléter quand même et pour ouvrir sur ta question, il est possible, au sein de KMS, il est possible d'importer sa propre donnée, au sens d'importer sa propre HBK, donc HSM Backing Key. Ça change un petit peu certaines des cinématiques, notamment la rotation, c'est plus possible, etc. Mais voilà. Euh, Donc, bon, bah, justement, Pierre-Yves demande si on fait du Bring Your Own Key, on apporte nos propres HBK. Oui, c'est exactement ce que tu fais. En fait, quand tu apportes ta clé, ce que tu vas faire, c'est en fait, tu vas demander déjà à KMS, au service KMS, de te générer euh, une clé RSA et un token qui vont te permettre d'importer de manière sécurisée. L'idée, c'est qu'en fait, c'est les HSM derrière qui vont te générer tout ça. Et ça te permet de t'assurer que la clé que tu envoies va bien finir dans HSM. Et le HSM va obtenir ta clé et il va en faire un EKT. Sachez que le document, le white paper précise que dans ce cas-là, les EKT sont pas stockés de manière aussi redondante que si c'était une CMK classique. La raison, c'est que KMS considère que là, il n'y a plus besoin d'assurer la durabilité de la clé, puisque la clé, c'est vous qui l'a donnée, et donc c'est à vous d'assurer sa durabilité. Lui, il va juste la répliquer suffisamment pour assurer la disponibilité quand il y en a besoin. Comment une HBK peut-elle être supprimée? Tu supprimes la CMK, et donc quand tu fais ça, tu vas dire je veux qu'elle soit supprimée au bout de 7 jours ou 30 jours, n'importe où dans cette période-là. Et au bout de cette période-là, les hosts KMS vont considérer que c'est bon, tu es bien sûr que tu veux la supprimer, et ils vont juste oublier les EKT. Les EKT vont être décommissionnés et ta clé, elle n'existera plus. Alors, elles sont jamais supprimées, Benoît. Donc Benoît enchaîne sur sa question en demandant est-ce que j'ai indiqué qu'elles étaient jamais supprimées. En effet, dans le cadre de la rotation, donc si tu as une CMK et que tu actives la rotation, quand il y a une rotation, les anciennes HBK restent retenues. La raison, elle est très simple, c'est que si tu as chiffré des données avec, tu peux pas juste les oublier. Euh, pour pouvoir les oublier, si tu veux vraiment faire une rotation totale, c'est-à-dire je veux que mon ancienne clé ne serve plus du tout et qu'on la supprime, tu peux, mais pour ça, en fait, il faut que tu régénères une nouvelle CMK et ensuite que tu ailles traquer toutes les données que tu avais chiffrées avec l'ancienne CMK et que tu les rechiffres avec la nouvelle. Il y a une opération KMS qui permet de faire ça, c'est l'opération re-encrypt, mais c'est une opération on s'en doute, déjà, elle est un peu lourde, et puis elle est un peu dangereuse aussi, parce que KMS, il en sait rien ce qu'il a chiffré. Et vous, si vous n'avez pas été très minutieux dans le catalogage de tout ce que vous avez chiffré, il y a quand même un sacré risque que vous oubliez des choses. Et donc, supprimer complètement une CMK et donc les HBK qui sont derrière, faut être quand même vachement sûr de soi, quoi. Alors, Jérôme demande si le HSM crame, on ne peut plus déchiffrer tout ce qui est chiffré avec. Y a-t-il une redondance matérielle? Alors, bien sûr, évidemment, là, on a bien parlé du HSM X. Et en fait, ce qui se passe, alors je vais revenir un peu en arrière. Dans le domaine, il y a plusieurs HSM. Hop, 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 hop. Voilà. Donc là, on parle bien d'un ensemble de HSM, c'est pas juste un, c'en est plein.
et tous en fait partagent le même état du domaine. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils partagent le même état du domaine? C'est qu'en fait, la domaine key courante, actuellement dans le domaine, tous les HSM la connaissent. Ce qui veut dire, si on revient, hop, je vais pas faire comme ça, c'est trop long. Si on revient au dernier slide, hop, cette opération-là, qui consiste à retrouver la HBK en fonction de l'EKT, n'importe quel HSM du domaine connaissant la domaine key peut la faire. Donc oui, il y a une redondance et bien sûr, si un HSM crame, c'est pas grave. Merci d'être venu Didier, pas de souci, ça me fait plaisir de faire ce genre de présentation. C'est un domaine que j'aime beaucoup. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'on s'arrête là? Non, la domaine key ne peut pas sortir du HSM. Alors en fait, la domaine key, là, faut qu'on rentre dans une partie que j'ai pas trop traitée. C'est comment est-ce que le domaine est partagé. Donc en fait, le white paper parle de ça, hein, de comment est-ce que le domaine est répliqué. En fait, les HSM ont deux identités, mais en gros, ils maintiennent. Il y a une partie des clés. Tous les HSM d'un domaine en fait connaissent toutes les clés publiques de tous les autres HSM. Et de fait, ils sont capables d'établir entre eux des communications sécurisées. Et donc, de fait, ils sont capables de s'échanger la domaine key. L'idée, c'est que la domaine key, elle est échangée, elle n'est pas interceptable par des humains. En fait, par construction, c'est vraiment un canal dédié à la communication inter-HSM. Mais en effet, oui, de ce point de vue-là, la domaine key sort des HSM pour aller vers un autre HSM du même domaine. On n'a pas franchement le temps hein, de rentrer là-dedans. Mais si tu regardes le white paper, donc encore une fois, il suffit de chercher KMS white paper sur Google et tu tombes dessus. Tu verras que cette partie-là est expliquée sur la manière dont les HSM s'échangent le domaine, l'état du domaine. Alors, est-ce que AWS utilise IAM pour les opérations au sein d'un domaine entre les opérateurs et les HSM? Non. Non, Benoît. IAM, ça se passe au niveau du host. Mais entre le host et le HSM, c'est les règles quorum, c'est les règles du domaine qui s'appliquent. Le HSM, il connaît pas IAM, il sait pas ce que c'est. Voilà. Je t'en prie, Pierre-Yves, c'est très, ça me fait plaisir. Mohamed, est-ce qu'il y a de la haute dispo sur les KMS domaines? Au sein d'un domaine, un domaine, c'est un domaine. Il y a pas, enfin, on peut pas parler de haute dispo. Le domaine est une construction logique. Par contre, au sein du domaine, que ce soit au niveau des hosts ou des HSM, il y a de la redondance. Il y a plusieurs hosts et il y a et il y a plusieurs hosts et plusieurs HSM. Donc oui, il y a de la haute dispo au sein du domaine. Ok, je pense que c'est bon. Merci à tous d'être venus. La vidéo sera disponible sur YouTube d'ici demain, je pense, ou après-demain, on verra. Et voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. Bon appétit pour ceux qui n'ont pas mangé.